je vous présente le projet MadMac, qui est un projet qui a été réalisé avec plusieurs collaborateurs, donc Claire Goletti, qui est comme moi du centre universitaire de Mayotte, Julien Arveligno et Laura Mejvan, qui eux sont à l'université de Montpellier. Voilà, donc dans ce projet, on s'est intéressé dans le canal du Mozambique au système insulaire et plus particulièrement aux pressions d'anthropisation que subissaient ces systèmes insulaires. Voilà, donc il y a de nombreuses pressions dans un certain nombre d'îles au Mozambique, et nous on s'est plus particulièrement intéressé aux rejets d'eau usée et aux conséquences de ces rejets d'eau usée sur certains écosystèmes de ces îles. Voilà, donc vous avez ici une photo à droite qui correspond à un bidonville qu'on peut retrouver sur l'île de Mayotte, avec des problématiques de gestion des eaux usées, puisque ces bidonvilles ne sont pas connectés à des systèmes d'assainissement. Donc ça, c'est typique de certaines îles du canal du Mozambique, avec des eaux usées qui vont aller directement dans les systèmes aquatiques. Et donc là, vous avez par exemple des jeunes palétuviers qui sont directement à proximité des maisons, puisqu'on a une mangrove à côté. Voilà, donc ces rejets d'eau usée, quelque part, pour nous, ça va être notre proxy de l'anthropisation. D'accord, donc une pollution donc type enrichissement en nutriments d'origine anthropique. Voilà. Donc on a décidé pour réaliser cette étude de se placer dans 3 îles qui ont 3 contextes d'anthropisation très différents. Donc la première île dans le canal du Mozambique, c'est l'île d'Europa, qui est donc la zone avec le plus faible niveau d'anthropisation, la plus faible pression. Et puis ensuite, on a l'île d'Ibo qui est donc au Mozambique, qui est un système intermédiaire, on va dire. Et enfin, notre troisième système d'intérêt, c'est Mayotte, où là, donc, on est vraiment sur une pression anthropique très forte, avec une très forte démographie et des problématiques de gestion des eaux usées. Voilà, donc selon ce gradient de pression, on a décidé de travailler sur la mangrove, puisque c'est un écosystème qui est à l'interface entre la terre et la mer, donc vraiment à proximité de ces problématiques d'anthropisation et de rejet de nutriments, on va dire, de charge en nutriments, et qui est extrêmement intéressant dans le canal du Mozambique vis-à-vis des fonctions écologiques qui sont assurées, notamment le stockage des nutriments. Ce sont considérés comme des puits de carbone, nous protège de l'érosion côtière et également des tempêtes, et puis c'est un refuge à la fois pour un grand nombre d'espèces et puis pour certaines espèces de juvéniles de poissons. Et dans le canal du Mozambique, c'est aussi pour de nombreuses populations des ressources à la fois en bois et en alimentation. Voilà, donc on a un intérêt fort à travailler dans ces écosystèmes. Et donc, la grande question, ça va être d'essayer de comprendre quels sont les effets de l'anthropisation. Donc, on va nous caractériser via l'enrichissement en nutriments sur le fonctionnement de cet écosystème. Pour atteindre cet objectif, on va travailler nous sur la macrofaune benthique, donc que ce soit la macrofaune à la fois fixée donc sur le sol ou libre sur le sol, et également sur le tronc et les racines des arbres qu'on va retrouver dans la mangrove, à savoir donc les palétuviers. Donc dans ce contexte, on a développé 4 objectifs. Le premier, c'était déjà de décrire la diversité à la fois spécifique et fonctionnelle qu'on pouvait retrouver au niveau de cette macrofaune dans les différentes îles étudiées. Ensuite, avec une approche basée sur les isotopes stables, on tente d'évaluer le fonctionnement trophique de ce compartiment macrofaune en fonction du niveau d'enrichissement. Ensuite, on a donc à un niveau, là cette fois-ci on est à un niveau individuel, on a une approche écophysiologique qui nous permet d'évaluer l'impact de l'ammonium. Donc l'ammonium c'est un proxy on va dire, de l'enrichissement en eau usée. Évaluer l'impact sur la physiologie donc des crabes de mangrove. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on s'est focalisé sur cette espèce. À l'issue de ces 3 axes, notre objectif final, c'est de proposer des indicateurs de suivi de la macrofaune pour la gestion des écosystèmes de mangrove. Voilà, donc on va passer tout de suite aux résultats. D'abord, je vais vous dire un mot sur les missions qui ont pu avoir lieu ou non. Donc des missions à Mayotte, mais donc c'est notre base arrière, donc je ne vais pas en parler directement. Mais on avait également des missions au Mozambique, donc avec un partenariat avec l'université de Loriot qui se situe à Pemba, donc dans le nord du Mozambique. Une partie du projet qui est financée par l'ambassade de France au Mozambique. Malheureusement, il y a une partie de ces missions qu'on n'a pas pu réaliser et qui n'ont pas pu être reportées à cause de la grave crise islamiste qu'on a dans le nord du pays. Et donc, c'est absolument impossible actuellement d'aller travailler dans le nord du Mozambique sans prendre de risques très importants.
Voilà, donc on a pu tout de même faire une reconnaissance des sites, prélever quelques individus et faire des évaluations de la diversité, et puis avoir une action également de formation auprès de nos partenaires mozambicains, puisque donc nos partenaires de l'Université de Loriot, finalement, travaillent pas mal sur les écosystèmes intertidaux de l'Estran, mais assez peu sur les mangroves. Voilà, donc on a eu une formation à la fois sur des aspects théoriques et pratiques au sens large de l'écologie des mangroves. Je pourrais vous en dire plus tout à l'heure si vous le souhaitez. Pour les missions qui ont eu lieu à Europa. Donc là, tout s'est bien passé. On a eu une première mission de reconnaissance avec les phasoïs en 2018 qui nous a permis d'identifier les sites où on allait ensuite travailler. Et puis on a eu 2 missions consécutives en avril 2019, donc avec la rotation du Marion Dufresne. D'abord 4 jours où on a pu faire les relevés pour toute la partie écologie du projet. Et puis on a 2 collègues qui sont restés 3 semaines. Donc Jean-Hervé Lignot et Laura Mégevin, donc qui étaient en thèse à ce moment-là. Et donc vous voyez, on a pu mettre en place pendant cette période-là un petit laboratoire d'écophysiologie et d'écotoxicologie dans le campement des TAF. Maintenant, je vais vous parler donc des résultats. Tout d'abord du premier objectif, donc qui visait à décrire la diversité spécifique et fonctionnelle de la macrofaune-matique. Donc là, on a fait des comparaisons de ces communautés 3 îles, et c'est une partie du projet qui était portée par Claire Goletti. Donc, on s'est intéressé à la macrofaune à la fois mobile et fixe sur les arbres, mais aussi sur le sédiment. Et donc, on va dire pour synthétiser un petit peu les résultats, ce qui est ressorti, c'est que à Europa, c'était vraiment la zone où on avait le moins d'espèces. On a répertorié le moins d'espèces et également le moins d'espèces par groupe fonctionnel. Donc finalement, on aurait une diversité moins forte à Europa, à la fois au niveau spécifique et fonctionnel, et une diversité maximale des 3 îles au niveau de Mayotte. Ces résultats soulèvent des questions, parce qu'à Europa, finalement, c'est là où on aura le moins de redondance fonctionnelle, et on sait que c'est quelque chose qui peut potentiellement rendre cette macrofaune des mangroves un petit peu plus vulnérable face à des épisodes extrêmes ou exceptionnels. Voilà, je vais vous parler maintenant donc toujours une partie qui a été gérée par un collègue Claire. Donc la seconde partie, avec à l'aide d'isotopes stables, on a tenté d'évaluer le fonctionnement trophique du compartiment. Donc là, je vais vous présenter les résultats pour le delta N15. Donc vous avez ici 5 graphiques qui correspondent finalement à 3 sites. 3 mangroves. Donc les 2 premiers, c'est Mayotte zone propre. Donc là, on est sur une mangrove qui est relativement éloignée des zones d'habitation. Ensuite, vous avez Mayotte village. Donc là, c'est la même mangrove, mais à proximité directe du village. Donc c'est ces 2 graphiques ici. Et puis notre témoin, qui est Europa. Sur l'axe des abscisses, ici vous avez donc la zone pour chaque zone à Mayotte de mangrove. Donc pour la zone propre, vous voyez qu'on a une zone en bordure et une zone plutôt interne, et on a la même chose pour le village à Mayotte. On va s'intéresser essentiellement aux valeurs de delta N15, donc sur l'axe des ordonnées. Et pour simplifier, moi je suis pas du tout expert dans ce domaine-là, mais ce qu'on peut dire, c'est que plus on va être haut sur cet axe des ordonnées, plus on va avoir un enrichissement azoté important au niveau des compartiments étudiés. Voilà, donc on a d'abord repéré qu'on avait un certain nombre de groupes pour lesquels on n'avait pas d'enrichissement azoté avéré, c'est-à-dire par exemple pour la masse d'eau, les filtreurs, les crabiolonistes, même les brouteurs arboricoles, on a des niveaux qui sont relativement constants, peu importe dans quel mangrove, dans quel site on se retrouve. Voilà, pour ces groupes-là, on n'a pas d'influence de l'enrichissement en nutriments sur le compartiment. En revanche, on a d'autres groupes pour lesquels on a des résultats différents, notamment entre les zones intérieures, entre Mayotte, zone propre, et Mayotte village. Et là, on voit que pour ces groupes-là, on a une augmentation forte au niveau du delta N15. Et donc là, on peut considérer que l'enrichissement azoté concerne le biofilm, épiphyte, les palétuviers, la matière organique du sédiment, les gastéropodes épigés et les crabes arboricoles et brouteurs. Donc là, on aurait une influence de l'enrichissement sur ces compartiments. Voilà, ce qu'on retient finalement de cette étude sur les isotopes stables, c'est qu'on a pu identifier des bons indicateurs de l'enrichissement, notamment 2 taxons qui sont les crabes césarmidés et les gastéropodes potamididés, voilà, qui pourraient potentiellement être des taxons à suivre
dans les contextes dans le contexte d'anthropisation pour voir si on a des effets ou pas. Voilà, donc pour ce second objectif, on va passer sur la partie écophysiologie, écotoxicologie. Donc ça, ce sont les travaux qui ont été menés notamment dans le cadre de la thèse de Laura Mégevant, qui soutient d'ailleurs la semaine prochaine. Donc, a été essayé d'évaluer l'impact de l'ammonium sur la physiologie des crabes. Pourquoi l'ammonium? Parce que l'ammonium, c'est dans les eaux usées domestiques, hein, c'est l'élément qu'on a identifié comme étant le plus délétère pour les invertébrés que sont les crabes de mangrove. Et pourquoi les crabes de mangrove? Tout simplement parce que ce sont des espèces extrêmement importantes dans les mangroves. On les considère comme des ingénieurs de l'écosystème. Vous voyez, ces crabes sont présents en grande densité hein, sur les parcelles de mangroves. On a des zones où on va avoir une centaine de terriers de crabes creusés, donc une centaine d'individus par mètre carré. Donc des crabes qui réalisent des processus de bioturbation. Donc, pour faire simple, ces crabes vont creuser des galeries et vont donc participer à brasser le sédiment dans ces zones-là. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir des zones de sédiment oxyque autour des terriers. Ces crabes vont également faire entrer des débris végétaux et des feuilles, donc de la matière organique dans le sol. Et puis, ces terriers vont aussi participer à l'écoulement, à l'infiltration des eaux de surface. Donc, sans vous détailler ce schéma, ce qu'on peut dire, c'est que par leur activité, ils vont participer à différentes réactions biogéochimiques au niveau des mangroves. Donc des espèces, vous le comprenez, qui sont extrêmement intéressantes à suivre dans les mangroves. Donc vis-à-vis de cet objectif 3, on s'est posé deux questions. Déjà, est-ce qu'il existe une vulnérabilité différente entre populations de crabes, entre l'île pristine d'Europa et l'île de Mayotte? Voilà, on peut imaginer que les populations de crabes qui n'ont pas connu d'enrichissement azoté seraient plus vulnérables que celles qui connaissent des enrichissements azotés à Mayotte de façon chronique. C'est une hypothèse. Pour tester cette hypothèse, on a exposé pendant 96 heures des crabes de mangrove à différentes conditions. Alors des témoins qui ont été maintenus en eau de mer ou en eau de mer diluée, et puis des individus qui ont été exposés à de l'ammonium, donc qui est notre proxy de rejet azoté. Chez ces individus, on a essayé de voir ensuite quels étaient les marqueurs qui permettaient d'évaluer l'impact de l'enrichissement azoté des eaux. Donc, on a travaillé sur différents marqueurs écotoxicologiques, donc écophysiologiques aussi. Donc, des marqueurs de dommages aux lipides pour voir l'intégrité des membranes. On a fait de l'histopathologie pour voir si on avait des phénomènes d'épaississement de l'épithélium. On a travaillé sur l'osmorégulation pour voir si on avait des réponses différentes au niveau de la régulation hydrominérale. Et puis, on a fait de la bioénergétique pour voir si on avait une évolution de la consommation d'oxygène face à différents niveaux de stress qui témoignent en fait de mobilisation métabolique différente pour des fonctions. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait en fait deux espèces différentes, ce qui était sur les sites échantillonnés, ce qui était pas du tout ce qui était prévu initialement, puisque dans la bibliographie, l'espèce décrite était uniquement par les Tuca Chlorophthalmus, notamment à Europa. Donc on a fait un séquençage de l'ARN 16S et on a eu confirmation que c'était bien deux espèces différentes. Mais en revanche, ces deux espèces sont vraiment les espèces dominantes hein, dans les chenaux de marée et à canopée semi-ouverte. Là, on a les grandes densités de terriers. Donc si on compare un petit peu la physiologie de ces deux espèces, donc on a Chlorophthalmus à gauche qui vit principalement à Mayotte dans les milieux considérés, qui tolère bien l'eau douce, qui tolère aussi plutôt bien les apports de NH4. On n'a pas enregistré de dommages aux lipides. On a constaté un épaississement des branchies, donc ça c'est plutôt quelque chose qui permet justement de faire face à la fois de faire de la détoxification et de faire de la régulation ionique. Donc ça permet de maintenir notamment une osmorégulation à un niveau plutôt stable. Et puis le métabolisme reste stable, hein, qu'on soit en eau douce, en eau de mer ou avec des eaux usées, avec du NH4, il n'y a pas de variation. Donc Chlorophthalmus est plutôt bien adapté, bien acclimaté à son environnement qui est instable, où on a des apports chroniques d'eau douce et de NH4 à Mayotte. Donc une grande plasticité physiologique pour les individus considérés, qui leur permettent de tolérer des épisodes de désalure et de rejet azoté. Pour Tétragonon, là, donc on est dans un cas de figure relativement différent, puisque chez Tétragonon, en fait, lui, il tolère beaucoup moins bien l'eau douce, donc il tolère les basses salinités, mais l'eau douce ne peut pas la tolérer. Il n'a pas la physiologie pour.
Et puis au niveau des apports azotés, notamment NH4, il y a pas de, donc on n'enregistre pas de dommages aux lipides. Par contre, il n'est pas capable de mettre en place cet épaississement des branchies qui pourrait lui permettre de mieux gérer l'osmorégulation et les apports de NH4, notamment la détox. Et donc par conséquent, on voit qu'il a une chute au niveau de sa capacité à osmoréguler. Et puis, il est obligé d'augmenter son métabolisme. Et donc, l'hypothèse, c'est que l'augmentation de métabolisme permette justement d'assurer des fonctions physiologiques qui sont déréglées, hein, d'accord. Voilà. Donc, c'est pas vraiment étonnant d'avoir ce type de résultat puisque Tétragodon vit à Europa dans un milieu stable avec peu d'apport d'eau douce et de NH4. Donc, on a une plasticité physiologique limitée pour tolérer ce type de contamination, ce qui peut potentiellement rendre les populations de tétragonions plus vulnérables à un changement, hein, de leur écosystème. Donc, dans des systèmes insulaires comme Europa, qui seraient petit à petit anthropisés, on pourrait avoir des risques pour ces populations de crabes. C'est une hypothèse. Voilà, si je continue maintenant, le quatrième objectif, donc, qui était de proposer des indicateurs de suivi. Donc ça, c'est vraiment des perspectives puisqu'on est en plein dedans actuellement. On a vraiment eu cette volonté de proposer des indicateurs à différents niveaux d'intégration. Pourquoi? Parce que chaque niveau d'intégration va nous offrir une information différente d'un point de vue écotoxicologique. Lorsqu'on est sur des faibles niveaux d'intégration, dites molécules, cellules, tissus, on va avoir des marqueurs, des indicateurs avec une pertinence toxicologique élevée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir finement l'effet des doses des différentes doses de contamination. Et puis, ce sont des réponses très rapides, donc plutôt des réponses à court terme. En revanche, si on va sur les populations, les écosystèmes, donc des hauts niveaux d'intégration, là, on va avoir une forte pertinence écologique et des réponses à plus long terme. Donc nous, dans cet espace, vous voyez qu'on a développé différents marqueurs écophysiologiques, donc plutôt précoces, plutôt sensibles. Et puis on a essayé de travailler aussi sur des indications à l'échelle écologique. Donc là, on parlera d'indicateurs à portée écologique. Donc, alors on est actuellement en train de développer un indicateur type comportement qui fonctionne plutôt bien. Donc, on peut suivre le comportement, notamment de déplacement, de fuite, etc., de crabes qui peuvent être exposés artificiellement à différentes contaminations. Donc ça, c'est intéressant puisque c'est non létal. Donc, pour des endroits comme les éparses, ça peut être quelque chose qui est déployé avec beaucoup d'individus sans pour autant avoir d'impact néfaste. Et puis, ça nous permet d'effectuer un monitoring de terrain. Donc là, je reviens sur les indicateurs à portée écologique au sens large. Donc, le monitoring de terrain, c'est quelque chose qu'on a déjà développé dans le cadre du projet MADMAC avec les indices de diversité, notamment la diversité fonctionnelle. Et puis les indicateurs isotopiques, donc le travail de Claire que je vous ai présenté, avec l'identification donc de deux espèces particulièrement intéressantes, les césarmidés et les potamididés. Je voulais juste, pour finir, vous parler des indices d'abondance, puisque ça, c'était quelque chose qui est plutôt intéressant, mais qui montre des limites. Alors, les indices d'abondance dont je voulais vous parler, ce sont les terriers de crabes, c'est-à-dire le nombre de terriers de crabes par mètre carré, la densité, finalement, en terrier. On s'est aperçu à Mayotte, dans des zones fortement impactées, qu'on avait beaucoup moins de terriers de crabes que dans des zones non impactées. On peut facilement les compter, hein, sur des cadras, avec un tout petit peu de formation, c'est les choses qu'on peut faire. Donc là, c'est de la photogrammétrie, mais on peut aussi le faire visuellement relativement facilement. Le problème, c'est que on s'est rendu compte, pour valider dans le cadre de la DCE ces biomarqueurs, on s'est rendu compte que finalement, la présence de crabes de mangrove était expliquée effectivement par la présence de contaminants, comme ici l'ammonium, mais également par de nombreux facteurs abiotiques. Donc finalement, on n'est pas en mesure de pouvoir comparer deux sites différents, deux mangroves différents, et même au sein d'une mangrove, on ne peut pas véritablement comparer deux sites impactés et non impactés. En revanche, c'est un marqueur qui est très intéressant dès lors qu'on se place avec des parcelles de suivi fixes. Et donc, je vais finir là-dessus. Je pense on est plusieurs à penser que dans la mangrove d'Europa, ce serait vraiment très intéressant de mettre en place ce type de parcelles de suivi fixe, qu'on pourrait délimiter ou simplement avoir des points GPS pour pouvoir mettre en place, comme c'est déjà fait sur les écosystèmes
lagonaires ou ce qu'on peut avoir sur les récifs coralliens, à d'essayer d'avoir des stations qui deviendraient des stations historiques de suivi sur ces écosystèmes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais donc remercier l'ensemble des collègues qui ont participé aux missions, également l'équipage du Marin Dufresne, les Fazoy, les collègues qui ont coordonné le consortium Îles Éparses, et puis bien sûr le consortium pour le financement des projets. Merci.